Bel bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier rendez-vous de l'actualité dont voici les titres. Fin de mission pour Van Keshman, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le diplomate européen est venu faire ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara. Les deux hommes ont fait le point des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ce jeudi 1er septembre 2022. À la fin de ce mois de septembre, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, situé à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, sera opérationnel. Les experts du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de l'UEMOA viennent d'effectuer une visite sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et puis la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a publié ce mercredi sa note trimestrielle sur les atteintes aux droits de l'homme pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2022. Quelques 682 incidents sécuritaires répertoriés en 3 mois, 317 civils tués et 73 enlevés ou disparus. Mais tout d'abord, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Van Keshman. En fin de mission, le diplomate européen est venu faire ses adieux au chef de l'État, ainsi que le point des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. On voit cela avec Mama Traoré. Ultime rencontre entre le président Alassane Ouattara et le désormais ex-ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst van Keshman. En 4 années de service en Côte d'Ivoire, le diplomate européen aura contribué à l'essor d'une coopération vieille de 60 ans. Cet entretien avec le chef de l'État Alassane Ouattara tient lieu de bilan de fin d'exercice pour Jobst van Keshman. On est un partenaire solide et loyal. Et c'est la même chose en ce qui concerne la Côte d'Ivoire pour nous. Donc souvent on dit l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial avec plus que 40% des échanges. Premier partenaire au niveau des investissements, presque 60%. Mais c'est bien plus que ça, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est basé sur les valeurs universelles, comme l'Union européenne. Et donc, notre partenariat se retrouve aussi dans un partage de valeurs qui sont les mêmes. Au dire de Jobst van Keshman, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a encore de beaux lendemains devant elle. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une approche où elle défend l'environnement, elle lutte contre la déforestation, elle lutte contre le travail des enfants. Donc, c'est des sujets qui sont importants aussi pour l'Union européenne. Et donc, c'est avec joie qu'on accompagne la Côte d'Ivoire. On fait ça au niveau du plan national de développement avec 4 000 milliards francs CFA et au niveau de Abidjan Legacy Programme avec 500 millions d'euros. Donc, c'est des grandes sommes. Et bien sûr, on a notre programme en cours pour les années à venir. Le diplomate européen se dit à jamais marqué par l'hospitalité trouvée en terre ivoirienne. Je voudrais sincèrement remercier tout le monde, toute la population pour l'accueil qu'on a eu ici en Côte d'Ivoire pendant ces 4 ans, parce que c'était fantastique. Et donc aujourd'hui, c'est le jour où je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Prochaine destination pour Jobst van Keshman, le Zimbabwe. Je le disais à l'instant, les experts du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de l'UEMOA viennent d'effectuer une visite sur le site du poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat à la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire. C'est une visite de travail pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction du dit poste. Charles Tatou. Si sur une superficie de 53 hectares, dont 9 hectares exploités pour les bâtiments et les équipements sanitaires et sécuritaires, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, en construction depuis octobre 2020, connaît en ce moment des travaux d'achèvement. En visite du chantier, les acteurs impliqués du projet viennent de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les postes de contrôle sont un ouvrage qui se érige à la frontière de 2 États frontaliers et qui ont vocation à regrouper. Et sur un même site,
pour un même contrôle unitaire les administrations en charge du contrôle frontalier, afin de facilitation, d'harmonisation, de célérité. Bien entendu, d'apporter une valeur ajoutée à la sécurité transfrontalière. C'est avec satisfaction que nous constatons quand même une bonne évolution des travaux, avec une perspective à court terme quand même de son achèvement et la prise en compte de la plupart des recommandations qui avaient été faites déjà lors des visites précédentes. Le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme économique régional de la Commission UEMOA. Pour le suivi donc des projets de facilitation du transport sur les corridors Abidjan-Ouagadougou, une rencontre d'échange a ponctué cette visite. Avant ce poste, il y avait le poste de l'Alé-Rabat qui fonctionnait avec les services de police. Il y avait la santé, il y avait la douane, il y avait les autres corps. La seule différence, c'est qu'ils ne travaillaient pas de façon juxtaposée et de façon coordonnée. On pourra donc économiser en termes de temps. Et qui parle de temps parle d'argent. Voilà, donc ça va vraiment soulager nos acteurs privés, que sont les conducteurs routiers, que sont les transporteurs routiers, mais pas seulement que les acteurs privés, même les deux peuples, ça va vraiment nous soulager en termes donc de fluidité. Avec ces équipements des dernières générations, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat concrétisera l'intégration des peuples d'un pays membre de l'espace UEMOA. Autre volet de l'actualité, du matériel informatique et une connexion Internet illimitée pour le lycée Raymond Gaufry de Sassandra, un don de la fondation MTN Côte d'Ivoire qui s'élève à 8 millions de francs CFA. C'est Forazegui. Bonne nouvelle pour le lycée Gaufry Kwasi Raymond de Sassandra. L'établissement scolaire vient de recevoir du matériel informatique ainsi qu'une connexion Internet illimitée de la part d'un opérateur de téléphonie mobile. Les besoins étaient grands. Avec ces renforts, alors moi j'ai dit ça comble un déficit. Djibril Ouattara, directeur général de cette société, indique que la réalisation de ce projet d'un coût global de 8 millions de francs CFA intervient pour apporter la contribution de sa structure à la promotion de l'éducation. Nous nous retrouvons dans vos actions. Philippe Bloch disait qu'investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. C'est pourquoi, à travers notre fondation, nous voulons accompagner le gouvernement dans plusieurs secteurs, et notamment dans celui de l'éducation. Un geste fort apprécié par Mariatou Kone, première responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, pour qui ce don vient à point nommé. Je salue monsieur le directeur général de la fondation pour ce don qui tombe à pic. Qui tombe à pic parce que nous avons organisé les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. L'un des axes qui devrait nous aider à aller de l'avant, c'est l'éducation numérique, c'est les technologies de l'information et de la communication. Je voudrais vous dire merci et je voudrais m'adresser à mes collaborateurs du lycée Gaufry de faire bon usage. En 2017, la même fondation a offert à cette école publique une salle multimédia équipée d'ordinateurs, d'imprimantes et de connexions Internet. Les praticiens de médecine traditionnelle veulent pleinement jouer leur rôle dans le secteur de la santé. Au cours d'une rencontre avec le ministre Pierre Demba, ils ont soumis quelques préoccupations. Le ministre de la Santé a promis une collaboration plus étroite avec la direction de la médecine traditionnelle. C'est ce que nous apprend Serge Collier. Renforcer la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. C'est le sens des échanges entre les tradipraticiens et le ministre Pierre Demba. Cette rencontre inédite a permis d'aborder plusieurs questions d'ordre juridique, organisationnel et médical. L'association des praticiens de la médecine traditionnelle fonde beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Tout ce que les praticiens voudraient avoir, la construction d'un institut, l'implication véritable des praticiens dans la lutte contre certaines pathologies, je crois que c'est un engagement fort. Et nous avons applaudi Monsieur le ministre. D'ici 2025, nous devrons passer de 10 médicaments
traditionnels homologués en Côte d'Ivoire à plus d'une trentaine, à plus d'une cinquantaine. Le ministre a exprimé sa disponibilité. Il entend tirer le meilleur profit de cette collaboration dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Nous avons commencé à investir dans les infrastructures. Vous voyez ça et là, sortir jour en jour des hôpitaux donc modernes, avec les techniques les plus sophistiquées, les plus innovantes. Si nous devons aller à l'universalité, mais pour cela, nous devons faire passer ce que nous avons dans le filtre qui permet donc d'assurer l'homogénéité de la connaissance mondiale. Et ça passe par la recherche, par la formation et par ce travail que fait le programme et vous, l'organisation de l'association des praticiens. L'appui de l'État sera effectif pour assainir et moderniser le secteur de la médecine traditionnelle. Coronavirus, quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Le point dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 1er septembre 2022 22 nouveaux cas de Covid-19, 16 guéris et 0 décès. À la date du 1er septembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 760 cas confirmés, dont 85 837 personnes guéries, 819 décès et 104 cas actifs. Le 31 août 2022, 12 618 doses de vaccins ont été administrées. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, a sillonné ce mardi quelques villages du département d'Abengourou pour soutenir un programme de lutte contre le paludisme dans les zones rurales. Le diplomate américain a invité les populations au respect des consignes des agents sensibilisateurs. Herman Yamia. L'ambassade des États-Unis soutient la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme. Pour engager la sensibilisation contre ce mal, son Excellence Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a effectué le déplacement de la région de l'Indéné-Guablin. Première étape de cette visite, la localité d'Ané-Kwadiokro, village de la sous-préfecture d'Aniansoué, dans le département d'Abengourou. Ici, il s'est entretenu avec les membres d'un ménage pour s'imprégner de la situation du paludisme dans cette localité située au bord du fleuve Komoui. Pour le paludisme, les choses vont mieux. Ce n'est pas toujours facile à voir, parce qu'il y a encore des gens qui tombent malades. Le paludisme est encore là, mais il y en a beaucoup moins qui meurent. Beaucoup moins qui meurent. Et ça c'est super important. La rencontre a eu lieu en présence des populations, mais également des agents de santé communautaires qui ont expliqué aux diplomates américains leur mission et les difficultés rencontrées sur le terrain. Ce que nous faisons des visites à domicile. Nous avons des causeries de groupe pour pouvoir amener la population à vraiment changer de comportement au niveau du paludisme. Il faut dormir, nous les sensibilisons, il faut dormir sous des moustiquaires. Il faut avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire nettoyer les maisons, les entourages de maisons et au niveau des femmes enceintes et à la prise de la sulfadoxine. Après Ané-Kwadiokro, toute la délégation a mis le cap sur Aniansoué, à 5 km de là. À cette étape, ce sont les groupements de femmes qui constituent la cible. Elles se sont prêtées aux préoccupations de son Excellence Richard Bell, qui voulait en savoir un peu plus sur leurs activités. Tout le monde est content parce que quand on fait un travail, qu'on voit quelqu'un qui tient vraiment à ce travail, qui vient te rendre visite, toi qui es petit, qui vient te rendre visite, et il t'apprécie, il t'encourage, vraiment c'est bon. On n'a pas de mots à ajouter que lui dire merci. D'autres visites à Abengourou étaient également au menu de l'agenda du diplomate américain dans la région de l'Indéné-Guablé. Une passation de charge s'est tenue le jeudi 1er septembre 2022 dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique à Trècheville. L'ancienne secrétaire d'État, Clarisse Koyo-Maï, succède à Kwame Gala Armand à la présidence du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans. Jean-Marc Djadji était à la cérémonie. C'est officiel, Clarisse Koyo-Maï prend les commandes du conseil d'administration de la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP, pour 3 années. Elle aura la lourde tâche de proposer une politique générale dans le respect de la convention liant la structure à l'État de Côte d'Ivoire. Après 9 années passées au conseil d'administration, Kwame Gala, le président sortant,
relève des défis. Le rôle que j'avais au moment où je prenais les rênes de cette institution, c'était notamment de régler les questions liées au recouvrement, parce que c'est une grosse difficulté en nouvelle pharmacie de la santé publique. L'autre question, c'est la question de la gouvernance. Il faut continuer de renforcer la gouvernance de cette institution. À ce jour, la nouvelle pharmacie de la santé publique enregistre plus de 26 milliards de francs CFA en termes de produits distribués dans le pays. Au vu de ces résultats, la nouvelle PCA félicite l'ancienne équipe et émet sa vision. Le gouvernement a amorcé depuis plusieurs années la mise en place de la couverture maladie universelle. La nouvelle pharmacie de la santé publique s'inscrit donc au cœur de la réussite de la CMU. Notre rôle à tous sera donc de savoir relever le défi de l'exercice de cette mission. Élu le mardi 30 août 2022 par les autres membres du conseil d'administration de la NPSP, Clarisse Kayo-Maï fut précédemment secrétaire d'État chargée de la protection sociale dans le gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi. La sous-préfecture de Gouikan, située dans le département de Waninou, région du Bafing, amorce son développement. Érigée en sous-préfecture depuis 2010, c'est en 2022 qu'elle a reçu son tout premier administrateur civil. Le sous-préfet de Gouikan vient d'être installé officiellement par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre de la région du Bafing. F. Bouy nous en parle. Kwadio Kwasi Roger est le tout premier sous-préfet de Gouikan. Cette circonscription administrative, située dans la région du Bafing, a été érigée en sous-préfecture depuis 2010, en présence de l'ensemble des fils et filles des 8 villages de Gouikan. L'administrateur civil est présenté officiellement par Ibrahim Bayo, directeur général de l'administration du territoire, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Ça fait plus de 20 ans qu'on attendait ça, cette nouvelle. Et depuis on attendait cette nouvelle, ça a été une surprise pour nous. On ne s'attendait pas que ça allait être maintenant. L'ouverture d'une sous-préfecture est un moment important dans la vie des populations. Elle marque le rapprochement de l'administration des populations. Que de savoir aujourd'hui que les parents ont pu avoir un sous-préfet, je pense que ça va faciliter l'exécution de toutes leurs courses administratives. Et vraiment, je veux souhaiter surtout bon vent au sous-préfet dans sa mission. En tout cas, bonne chance à lui. Les populations de Gouikan sont reconnaissantes au ministre Moussa Sanogo qui a œuvré pour la réhabilitation de l'école primaire publique, le marché, la maternité, le logement de la sage-femme et celui du sous-préfet. Néanmoins, elles espèrent la résolution d'autres problèmes majeurs. Sur les 8 villages de la sous-préfecture, il n'y a que 2 qui sont électrifiés. Et il y a un gros travail à faire à ce niveau, en plus de l'eau courante qui est attendue. La sous-préfecture de Gouikan est située dans le département de Waninou. Elle compte plus de 4500 habitants. Une autre installation, celle du nouveau chef du village de Kwasi Sirano, dans la sous-préfecture d'Assouri. Nanan Adoucei est le 7e chef du village. La cérémonie d'installation s'est déroulée sous le regard des autorités administratives et coutumières et du parrain, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Godefroy Okamawa nous fait le point. Nana Adoucei est le nouveau chef du village de Kwasi Sirano, dans la sous-préfecture d'Assouri, région du Gontougo. Il est désigné dans la pure tradition Bron après le décès de l'ex-chef Nanan Kwame Seye à Babio. Mais avant sa désignation suivant la lignée, les doyens du village se sont concertés dans la plus grande discrétion. C'est donc la sortie officielle du nouveau chef désigné en présence des autorités administratives et coutumières. Il reçoit par la suite sa lettre de nomination par l'autorité préfectorale avec l'onction du roi des Brons, Nana Adjouman, représenté à cette occasion. Le nouveau chef est invité à prôner l'union et la cohésion entre les communautés. Prends l'exemple du balai. Quand tu enlèves un, il est facile à casser. Mais quand le balai est solide, que c'est ensemble, on ne peut pas casser. Donc je veux que tous les cadres, les villageois, les jeunes, nous soyons unis, nous soyons un pour développer Kwasi Sirano. Saluant la désignation du nouveau chef,
Le parrain de cette cérémonie d'installation, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, exhorte les populations à soutenir le nouveau chef dans sa mission et surtout l'aider à relever les actions de développement. Je vous demande d'écouter votre peuple. Le chef n'a pas de parti politique, mais le chef aussi peut orienter son peuple. Parce que si vous n'orientez pas votre peuple, mais comment le peuple peut choisir? Et quand on oriente le peuple, il ne faudrait pas être mu par cette volonté farouche de suivre aveuglément des enfants parce que eux, ils ont leurs préférences. Mais vous devez voir qui peut faire quoi. Et c'est en fonction de ça qu'on oriente son peuple. Les cadres du village de Kwasi Serranou s'engagent également à apporter leur soutien pour le développement du village. Nana Adoucey, sergent de police en exercice, est le 7e chef de ce village. On bascule dans la politique à présent. La jeunesse de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, s'est réunie à Yopougon. Elle a renouvelé son soutien au président du parti, Albert Mabry-Touakeus. Cette rencontre était l'occasion de remobiliser les troupes avant les prochaines échéances électorales. Souleymane Donisongou, Moussa Konaté. Réunis en assemblée générale, c'est par la lecture d'une motion que la jeunesse de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à soutenir Albert Mabry-Touakeus, président du parti. Considérant l'engagement du président de l'UDPCI en faveur de la liberté individuelle et collective, la jeunesse de l'UDPCI lui réaffirme sa disponibilité pour traduire en actes concrets toutes les instructions qu'il lui plaira de donner pour la marche victorieuse de l'UDPCI. Convaincu de la détermination de ses membres à réussir les missions qui leur sont assignées, le président de la jeunesse de l'UDPCI justifie la tenue de cette rencontre. Cette assemblée générale avait pour objectif principal de remobiliser nos bases, de faire l'état des lieux de toutes nos coordinations au niveau d'Abidjan de l'intérieur du pays, mais également d'analyser la situation politique nationale. Privilégiant le bon ton comme gage de la consolidation de la cohésion sociale, le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakeus, réexprime son ambition pour la conquête du pouvoir en 2025 et exhorte toute la classe politique à privilégier le dialogue dans le règlement des divergences. Du haut de cette tribune, et en votre nom, et en mon nom propre, je voudrais inviter la classe politique, les leaders de tous les bords. Je voudrais inviter les Ivoiriens et les Ivoiriennes au rassemblement et à la cohésion. Le bureau exécutif de la jeunesse de l'UDPCI compte poursuivre ce projet de mobilisation et de redynamisation pour une JUDPCI plus forte, avec en perspective le séminaire bilan global d'évaluation des actions du parti prévu à Mans et à Biancouma. C'est un autre parti qui veut compter dans la sphère politique de notre pays. Le Parti démocratique libéral de Côte d'Ivoire, PDL, a ouvert les premières assises de sa formation politique. Le PDL entend se déployer sur le territoire ivoirien et des stratégies sont en conception. Moussa Konaté. Le Parti démocratique libéral donne un coup d'accélérateur à ses activités pour mieux structurer ses bases. Son président, Mamadou Traoré Ségbé, est en première ligne pour les assises de Séguéla. L'objectif principal étant la redynamisation du PDL pour une meilleure implantation à travers le pays. Les membres du bureau exécutif, les coordonnateurs, délégués régionaux et départementaux ont reçu chacun leur feuille de route. Celle-ci se définit autour de 3 axes: élaborer les projets de société du parti, mettre en place les mécanismes de financement et enfin définir la politique de maillage des sections sur le plan national et international. Nous allons produire un document. Il y a des commissions qui sont mises en place. C'est le résultat de ces commissions qui vont nous permettre de dire ce que nous allons faire. Ces assises de Séguéla font suite aux récentes missions éclatées organisées par le parti qui ont permis de présenter les idéaux du PDL aux Ivoiriens qui sont entre autres la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice et la solidarité en vue de l'émergence d'une société libre et développée pour l'épanouissement de chaque Ivoirien. Du sport à présent, la 28e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire aura lieu du 3 au 12 septembre 2022. Plusieurs localités du pays seront visitées. La conférence de presse de lancement s'est tenue ce jeudi 1er septembre 2022 à la maison du handball africain à Cocody. Salif Ouattara.
45 coureurs prendront le départ du Tour de Côte d'Ivoire 2022 le dimanche 4 septembre prochain dans la ville de Korogo. Un circuit entre Korogo et Ferkessé-Dougou constituera la première course du peloton. Cette étape cruciale mèneront le peloton de Katiola à Tahabo avant le Grand Prix de la ville d'Abidjan prévu le 11 septembre 2022 dans la ville de Grand-Bassam. 5 maillots seront mis en jeu, dont le plus important demeure le maillot jaune de leader. Un circuit détaillé présenté au ministre des Sports. Paulin-Claude Danhaut veut profiter du Tour cycliste de Côte d'Ivoire pour vendre les sites touristiques du pays et permettre à la Côte d'Ivoire de montrer tout son potentiel en termes d'investissement. Il reste encore à optimiser ce tour. Ce tour permet de remontrer la Côte d'Ivoire dans ses entrailles. Tout ce qui a été fait de beau et de grand par le président Alassane Ouattara, tous les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts en Côte d'Ivoire, grâce à ce tour, nous pouvons les parcourir. Donc le tour a une mission de portée à la fois sociale, d'animation citoyenne, mais aussi de promotion de la Côte d'Ivoire. Créé en 1953, le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a été longtemps interrompu entre 1999 et 2011, avant d'être relancé en 2012 sous le label de la réconciliation nationale. En musique, célébration des 40 ans de carrière de l'une des icônes de la musique ivoirienne, Luxon Pado. 21 ans, 21 albums à son actif et plusieurs reconnaissances nationales. Le précurseur du Labalaba a gratifié le public de son répertoire particulièrement riche et varié. Suivant. Samedi 27 août 2022, il est 22h. Dans quelques instants, Luxon Pado monte sur scène. Ses confrères artistes attendent ce moment avec beaucoup de nostalgie. Ça fait plaisir d'écouter Luxon Pado comme ça. Dans sa loge, l'artiste reçoit la visite de la ministre de la Culture et de la Francophonie. 40 ans, c'est pas 40 jours. Dire qu'on sera toujours à vos côtés. RTI, c'est cette chaîne-là qui a lancé Luxon Pado, 82, par feu Fulgence Kassi. Il est 23h. L'enfant de Tahira Gui fait son entrée. Bain de foule, chant introductif. Ensuite, comme en 1982, il entonne Kalegu, sa carte d'identité culturelle. 40 ans que l'homme a eu la permission de ses aînés pour exercer son magistère dans le giron de la musique tradimoderne en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas rater les 40 ans de Luxon Pado, c'est parce que ça me rappelle ma jeunesse. Je suis le sosie de Luxon Pado. Il me plaît beaucoup. Il y a son image. Un concert où le terroir s'exprime. Lagota PCIA, le roi du Labalaba, revisite son parcours. Une longévité musicale rythmée par des tubes fredonnés en chœur. Comme le bon vin, Luxon Pado se bonifie avec les années. 40 ans de scène, 21 albums, une place d'icône dans le Gotha de la musique ivoirienne d'inspiration traditionnelle et plusieurs décorations et distinctions nationales. L'homme aura tout donné culturellement à son pays. Luxon Pado est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Il représente une icône de la musique ivoirienne. Il était nécessaire de venir le soutenir. Plusieurs personnalités, dont 3 ministres, sont venus lui apporter le soutien de la nation. Nous sommes ses petits frères, nous avons décidé de le soutenir. Et nous sommes aussi venus pour marquer la présence du chef de l'État. Un autre concert est prévu le samedi 3 septembre prochain sur l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville pour revisiter le riche parcours de CIA Luxon Pado.
Dans le reste de l'actualité, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a publié ce mercredi sa note trimestrielle sur les atteintes aux droits de l'homme pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2022. Quelques 682 incidents sécuritaires répertoriés en 3 mois. 317 civils tués et 73 enlevés ou disparus. Selon le rapport onusien, ce sont les groupes terroristes djihadistes qui sont les principaux acteurs. L'armée malienne et les groupes d'autodéfense sont également pointés du doigt. L'armée malienne, dans ses communiqués, rejette systématiquement les accusations d'exaction qui la visent, mais assure ouvrir des enquêtes pour chaque cas. Je vous retrouve demain dès 6h15, voilà 6h30 pour être plus précis. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu nous garde.